Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, on parle en première partie de nos belles abeilles et de l'apiculture. Et en deuxième partie, on s'intéresse à la dernière réforme du droit de la famille présentée par le gouvernement caquiste la semaine dernière. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Merci beaucoup d'être encore à notre antenne. Le printemps, je devrais peut-être pas dire ça, parce qu'avec ce qu'on a eu la nuit dernière, j'ai un peu de difficulté à vous dire que le printemps est arrivé. Mais bref, c'est pour les apiculteurs, apicultrices, peut-être le moment de rouvrir les ruches. En fait, on va poser plein de questions. C'est un métier qui m'intéresse beaucoup et il y a plusieurs belles choses à apprendre. Et avec nous en studio, on reçoit Isabelle Tanguay, apicultrice chez Apis Divisio. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous-même. Ah, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai dit, c'est le temps de rouvrir. Est-ce que c'est vraiment le temps d'ouvrir ou... Avec ce qui nous tombe dessus présentement, oui. On va attendre quelques jours. Mais aussitôt que la neige sera fondue et que les nuits seront maintenues autour de 0, plus 1, on va commencer à penser à ouvrir. Est-ce qu'on est en retard ou c'est la période habituelle? Je dirais que c'est sensiblement la même chose que les autres années. C'est juste qu'on n'a pas eu de neige. OK. L'année dernière, vous avez scellé vos ruches quand? Habituellement, c'est autour de l'Halloween. 1er de novembre, fin octobre. C'est ça. On doit les nourrir préalablement, faire les traitements pour la fermeture de la ruche. Parce que vous ne les reverrez pas jusqu'à l'ouverture. Non. Pour une apicultrice, un début de saison, qu'est-ce qui est inquiétant? Plein de choses. Est-ce qu'on a fait bien nos traitements? Est-ce qu'on les a nourris suffisamment? Est-ce qu'ils ont eu froid? Qu'est-ce qui peut leur arriver aux abeilles? Est-ce qu'elles meurent? Non. Non. OK. On les emballe avec un papier bulle argenté là, pour l'isolation des maisons, thermofoil en français. Ça isole la ruche, ça prévient la perte de chaleur. Puis, elles vont rester collées ensemble, toutes les seins autour de la reine, vont battre légèrement des ailes, puis vont réchauffer la ruche. À l'intérieur de la ruche, il peut faire facilement 25-30 degrés en tout temps. L'hiver? Oui. Oh. Mon Dieu, il crée autant de chaleur que ça? Mais il y a du monde là-dedans. Oui, je sais. À l'hiver, ça réduit beaucoup. La colonie va réduire beaucoup. Mais quand même, il y a certainement 25 000 individus qui vont se relayer pour réchauffer la ruche. Oui. Et vous en avez, et je pense que vous en avez plusieurs, et il y a plusieurs sites. Oui. J'en ai quelques-unes, là. Je me prononce pas tout de suite parce qu'on n'a pas ouvert, mais... c'est vraiment un risque à tous les années? Oui. Mais en principe, si on isole bien, on nourrit suffisamment et les traitements sont faits on a une bonne réussite. Un calendrier de traitement à suivre. Il faut être rigoureux. OK. Là, ça, c'est la clé de la réussite. Là, ça va s'ouvrir bientôt. Oui. Ça va être quoi votre travail pour l'ouverture? Outre enlever tout le... J'ai commencé à aller faire le tour là, des sites. On voit que ça vole. Vous les entendez? On les entend, oui, mais quand il fait soleil et autour de 10 degrés, ça sort beaucoup. Okay. Parce que les abeilles ne vont pas faire leurs besoins dans la ruche
C'est des insectes vraiment bien Elles organisés doivent et sortir. très propres. Oui, ça fait qu'elles se retiennent tout l'hiver. Puis au printemps, dès qu'il fait assez beau pour voler un peu, vont faire leur vol de propreté qu'on appelle. Mais pas pour la pollinisation. Ils vont pas sur les fleurs, il n'y en a pas de Il sortie. n'y a rien, Il n'y a rien de présentement. sorti, Oui, là. c'est OK. ça. Là, on doit vérifier s'il reste encore suffisamment de ressources dans la ruche pour qu'elle survive jusqu'au premier pissenlit. Et comment on se part à une insuffisance d'équipe d'abeilles ou... On a de la nourriture qu'on peut leur donner, soit sous OK. forme solide, des galettes pour les renforcer? pour les nourrir en attendant OK. le pollen. Et puis, on peut donner aussi un sirop de sucre. OK. Et ça donne un bon coup de pouce. Puis, mais en principe, on a suffisamment nourri à l'automne pour passer. Tout l'hiver? Oui. Mais c'est vrai que cette année, à Noël, ça volait encore quelques fois. Là. Il a fait chaud. Est-ce qu'il y a Puis- des conséquences sur elles? Est-ce Ben- qu'elles perdent... Non, Est-ce qu'elles perdent le fil de la saison ou... je croirais pas, mais elles vont sortir, elles vont se rendre compte qu'il n'y a rien à butiner. Fait que c'est de l'énergie de dépenser inutilement. Ça fait OK. qu'elles vont rentrer dans la ruche puis manger les ressources qu'on avait prévues pour tout l'hiver. Fait que... Vous avez dit tantôt que les abeilles... Est-ce que les abeilles se nourrissent du pollen ou par accident elles transportent le pollen? Oh non, elles ont besoin des deux. Le OK. nectar, c'est ce qui constitue le miel. Le miel? Oui. Et puis le pollen, c'est leur source de protéines. Pour nourrir OK. les larves et la reine. Et c'est très important. C'est pour ça qu'il faut avoir des plantes équilibrées. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, idéalement, on va avoir des ressources avec beaucoup de pollen et beaucoup de nectar. Parce qu'il y a des plantes qui ne donnent pas de pollen, il y a des plantes qui donnent très peu de nectar. Ça fait qu'on essaie de diversifier nos plantations, nos cultures. Et quand vous dites diversifier vos plantations, il y a une ruche et, je présume, la ruche est entourée de ce que vous avez... Oui. Est-ce que c'est des pousses naturelles ou vous les provoquez en semant certaines fleurs ou... Dans mon cas, Oui. les emplacements où je suis située, il y a une de ces places-là, c'est un agriculteur bio. Il cultive surtout des courges et de l'ail et quelques petits fruits. Mais son champ est entouré de forêts. Fait que tout ce qui est vert, qui fleurit, produit du nectar et du pollen. Ça fait que toutes les plantes sont bonnes, en principe. Et j'ai vu, j'aimerais ça vite, tantôt qu'on parle du processus, l'abeille, ce qu'elle fait, parce que j'ai eu l'occasion de voir un petit documentaire réalisé par TVRM, justement, où vous expliquez ça, mais on peut peut-être l'expliquer tout de suite. Bon, moi, je pensais que l'abeille, c'est le pollen qui permettait le miel, mais j'ai appris qu'elles vont chercher loin le nectar. Le nectar, oui. Le nectar, c'est un petit liquide sucré que les fleurs produisent. L'abeille va dans chaque fleur récolter un peu de nectar qu'elle emmagasine, puis rendue à la ruche, elle va passer son nectar à une autre abeille Oui. qui elle, va le passer, Oui. ils vont s'échanger ça, Oui, là. ça s'appelle la trophalaxie. OK. C'est le procédé de fabrication du miel. Et c'est quoi? Ils ajoutent... Des enzymes, oui, chacun va comme le mâcher un peu, Ouais. puis le passer à la suivante. Puis la dernière va le déposer dans l'alvéole. Puis quand l'alvéole est remplie, assécher, parce que chacun a sa tâche dans la ruche. Il y en a qui servent à ventiler le miel. Quand le miel atteint son taux d'humidité d'environ 18 degrés, il y en a d'autres qui vont sceller les alvéoles avec une petite fine couche de cire. Et voilà, notre miel est prêt à être consommé. Et ça veut dire c'est prêt. C'est prêt et c'est non périssable. Et la pollinisation se fait quand les abeilles vont chercher le nectar, elles s'immergent
de petits grains. Oui, Et c'est ça quand elles touchent aux autres, là. oui. OK. Elle emmagasine le pollen sur une corbeille à pollen. C'est une de leurs pattes qui est munie comme de petits poils. OK. Qui retient le pollen. Oui, le pollen va se former en boule, puis à se promener d'une fleur à l'autre, ben, ça fait la pollinisation. J'ai également vu dans ce petit documentaire-là plusieurs pots de miel de différentes couleurs. Je ne peux pas dire de différents goûts parce que je n'y ai pas goûté, mais je présume que oui. Expliquez-moi comment... C'est la période de temps? Plus c'est clair ou c'est avant? Ou... C'est la floraison qui influence tel type de fleur va donner un pollen, un nectar plus clair qui va donner un miel plus clair, plus sucré, des fois un peu mentholé. Le miel d'automne, habituellement, est plus foncé, un petit peu plus corsé, dépendamment de la fleur dans laquelle l'abeille butine. Mais tout part de la fleur. Oui. Et les champs qui ont plusieurs sortes de fleurs, est-ce que ça joue sur le miel, ça aussi? Mais ça va faire un miel plus mélangé. Moi, c'est ça que j'ai plutôt. Je l'appelle miel de fleurs sauvage. Je n'ai pas fait investiguer. Quelqu'un qui a un champ de trèfle, son miel va goûter le trèfle parce que les abeilles vont butiner principalement du trèfle. Mais moi, elles butinent partout. Partout. Là, on a dit tantôt, vous en avez à plusieurs endroits. Oui. Vous en avez, j'imagine, sur vos lieux? Ou vous avez... Non, j'en ai est-ce qu'on peut le dire? Oui, j'en ai, entre autres, au Jardin Mort. Au Jardin Mort, vous en avez quelques-unes. C'est beau, oui. Puis là-bas, il y a une biodiversité incroyable. Fait que les abeilles qui butinent là sont bien servies. Puis le miel qui est récolté là est vraiment différent d'autres places où j'ai du bleuet ou de la forêt. Incroyable. C'est incroyable. Et je sais que vous ne traitez pas le miel. Non. Il est nature. Vous le prenez et vous le mettez dans le pot. Oui. On sert d'une centrifugeuse pour l'extraire, des rayons, mais c'est tout ce qu'on fait avec. Il n'est jamais chauffé, puis à peine filtré. Donc, c'est un goût plus juste ou... Est-ce qu'il y a une grande différence avec un bien, il n'est surtout pas pasteurisé. Oui, c'est ça. Quand on le pasteurise, ça tue les micro-organismes qu'il pourrait y avoir. Et nous, on ne veut pas le faire parce que du miel, ça tue ses propriétés, en fait. Je comprends. Et là, il y a quand même plusieurs dangers des nouvelles punaises ou je ne sais pas trop. Ah. Là. Ça, mais là, jusqu'à maintenant, tout va bien. J'ai compris que vous n'en aviez pas. C'est le varroa. Oui. Le varroa destructor, il est arrivé au Québec, Canada, dans les années 80, peut-être. Fait que c'est un enjeu qu'on doit... qu'on mais doit vous le faites face depuis plusieurs années. Mais c'est pour ça que je disais tantôt un calendrier de traitement vraiment... bien à respecter. Oui. Puis... Si on veut voir ce que vous faites, où est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce que vous avez un site? Où est-ce qu'on peut voir tout ça? On a un petit site web, Apis Divisio... apis.divisio.com. Bon, faire une petite... je crois que ça a apparu à l'écran, donc les gens vont pouvoir le revoir. Dernière petite question, expliquez-nous rapidement. Que veut dire apis? Que veut dire divisio? Apis divisio, c'est en latin. Apis, c'est le nom abeille. Et divisio, c'est l'abeille à miel. Oui, de Apis mellifera, qui est l'abeille à miel. Divisio, ça veut dire partage. Tout simplement. Oui. Et c'est je pense, votre philosophie. C'est ça. Je dois vous dire, j'ai été vraiment impressionné parce que je pense que vous travaillez avec votre fils et sa conjointe, oui. Mais il y a tout un aspect éducatif. Moi, je vais encourager les gens à aller voir votre site. Il y a vraiment des choses vraiment intéressantes, dont peut-être le petit documentaire, si vous pouvez mettre la main là-dessus, oui. Assez bien. Merci beaucoup. C'est un monde fascinant, les abeilles. Merci beaucoup. Merci. On prend une petite pause, quelques secondes?
On se revoit après. De retour avec vous. Le 27 mars dernier, le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, a déposé un projet de loi qui vient mettre en place l'union parentale. Ça vient modifier beaucoup d'articles du Code civil, mais ça vient surtout protéger les enfants. On va essayer de démystifier ce projet de loi, mais ce nouveau régime, avec Maître Isabelle Chatigny, avocate, mais surtout médiatrice familiale. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, dites-nous, l'union parentale, effectivement, c'est nouveau en droit québécois. Et je pense que c'est le fruit d'une longue réflexion depuis le fameux procès Éric contre Lola. Oui, effectivement. En fait, c'est à l'époque, Éric contre Lola, c'est un dossier qui a été jusqu'à la Cour suprême. Puis à ce moment-là, il y a eu une conclusion à l'effet là, que les droits des conjoints de fait n'étaient pas équivalents aux droits des conjoints mariés. Mais la Cour a quand même envoyé un message là, aux législateurs en mentionnant que ce serait peut-être intéressant de prévoir quand même un régime pour les conjoints de fait là, qui ont des enfants. Et ça, évidemment, le tribunal ne crée pas de loi. Donc, Exact. Ils ont demandé au gouvernement d'agir. Ailleurs, au Canada, je pense que j'espère que les gens vont comprendre, c'est la common law. C'est prévu, ça. Les droits entre conjoints, c'est plus solide ailleurs. Bien évidemment, moi, je pratique uniquement au Québec, hein? Mais à ma connaissance, effectivement, il y a quand même des dispositions qui seraient prévues là, pour les conjoints de fait. Mais à tout événement, là, au Québec, c'était pas le cas. En fait, la dernière réforme du droit familial a eu lieu en 1980. Il y a eu quelques modifications depuis, mais quand même, il manquait quelque chose à faire là, à ce sujet-là. Donc, ce nouveau régime, ça vient mettre en place un régime d'union parentale. Exact. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'étaient les droits avant et quels sont maintenant les droits ou quels seront maintenant les droits des conjoints de fait? Oui, bien essentiellement, ça va vraiment juste viser, pas pour tous les conjoints de fait, ça serait vraiment visé pour les conjoints, en fait, ceux qui décident de faire vie commune. Il n'y a pas de durée qui est prévue de vie commune, mais il faut qu'il y ait une cohabitation et il faut qu'il y ait un enfant également qui soit né de cette union-là. Donc, essentiellement, ça, c'est ce que ça prévoit là, dans la loi. Donc, c'est ce genre de famille-là qu'on vise. La différence avec avant, c'est qu'essentiellement, avant, les seuls droits qu'il y avait, puis quand je dis avant, c'est maintenant, là, parce qu'évidemment, le projet de loi n'est pas adopté encore, oui. Mais ce que ça visait, c'est vraiment la pension alimentaire pour enfants, qui est d'ordre public. Les aliments. Les aliments, exactement. Donc ça, il y a toujours un droit là, qui est alloué aux parents de réclamer une pension alimentaire pour les enfants ou des aliments. Puis il y a également tout ce qui était, par exemple, frais particuliers, donc tout ce qui était aussi contact, droit d'accès, etc. Donc, tout ça, c'était prévu dans la loi, mais il n'y avait rien. C'était déjà prévu, mais il n'y avait rien au niveau vraiment de la protection des actifs ou des biens dans un patrimoine commun, par exemple. Or, donc, si ce régime-là, si le projet de loi va être adopté, je présume qu'il va être adopté, qu'est-ce qui vient mettre en place? Là, vous avez dit que ce n'est pas pour tous les conjoints de fait. Il doit y avoir un enfant. Quels deviennent les droits maintenant? Bien, en fait, ce qui est prévu essentiellement, c'est un mécanisme qui est assez semblable au patrimoine familial. Okay. En fait, pour les conjoints mariés, en ce moment, ce qui existe, c'est qu'il y a un régime d'ordre public et d'office qui est le patrimoine familial. Puis ça protège certains biens qui sont accumulés pendant le mariage. Là, pour l'union parentale, ce qui est prévu, c'est vraiment, on vise les résidences familiales, en fait, la résidence principale familiale. Okay. On ne vise pas les chalets ou les résidences secondaires. On vise les véhicules utilisés par la famille puis les meubles. Donc, la différence avec le régime du patrimoine familial, c'est que le patrimoine familial prévoyait en plus les régimes de retraite, les fonds de pension, les résidences secondaires? Les résidences secondaires également, puis les droits accumulés dans les régimes de retraite du Québec. Là. Donc, est-ce que le projet de loi, donc,
je ne veux pas dire qu'il est limité, là, mais il va moins loin. Est-ce qu'il aurait dû aller plus loin? Bien, c'est sûr que ça, c'est une question plus éditoriale, dans le sens que on va voir, en fait, comment c'est appliqué, parce qu'il va peut-être avoir des modifications qui vont être appliquées plus tard. Le projet vient juste d'être sorti. Ouais. On ne sait pas exactement comment les juges vont l'appliquer, mais essentiellement, ce qui avait été conclu par la Cour à l'époque, c'est vraiment, on veut laisser le droit aux conjoints mariés, en fait, aux conjoints de fait qui décident de ne pas se marier, de pouvoir décider un peu de la manière qu'ils vont partager leur patrimoine. Donc, est-ce qu'il aurait dû aller plus loin? Peut-être, peut-être que non. Je pense que ça va être vraiment l'application dans le futur qui va le déterminer, mais c'est quand même déjà un bon début, là, considérant ce qu'il y avait déjà à l'époque. Donc, je pense que c'est une avancée puis que ça risque d'être peaufiné dans le futur également. Est-ce que tous les couples de fait qui, mettons que le projet de loi est adopté aujourd'hui, là, qui auront un enfant vont devoir obligatoirement être sous ce régime-là? Est-ce qu'il va y avoir, comme, si je me souviens bien, le patrimoine familial, une période où les couples pourraient y renoncer? Est-ce que ça apparaît aussi dans ce projet de loi-là? En fait, la différence, c'est qu'à l'époque, avec le patrimoine familial, quand ça a été adopté, il y avait vraiment une certaine période pendant laquelle les conjoints pouvaient aller renoncer à ça. Par contre, la différence, là, c'est que, bon, le projet de loi serait adopté à partir de... En fait, on ne sait pas exactement la date, mais ça viserait les enfants qui sont nés à partir de juin 2025. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que les conjoints ont l'opportunité, là, je vous dis essentiellement avec ce que j'ai lu, là, auraient l'opportunité d'aller chez un notaire, donc faire un acte notarié pour pouvoir renoncer à l'union parentale, donc renoncer à ce partage-là. Mais il faut que ça soit fait de manière notariée. J'ai pas pris connaissance d'une durée limitée pour le faire. Je comprends. Selon ma compréhension, c'est vraiment tout au long de l'union, ils pourraient le faire, là. Et en quoi? Parce que là, vous dites il y avait des aliments pour les enfants avant. Oui. Là, s'il y a une plus grande protection, est-ce qu'il peut y avoir des aliments entre conjoints de fait? Pas à ce que, selon ma compréhension là, du projet de loi, il n'y a pas d'aliments qui sont prévus. Okay. Il y a un régime de prestations compensatoires qui est prévu par contre. Ça, c'était pas existant à l'époque, mais il y avait quand même une interprétation là, de la common law, donc des autres provinces justement, qui appliquaient le principe d'enrichissement injustifié. Il l'appliquait justement aux conjoints de fait également. Donc, il y avait ce recours-là qui était possible. Parce qu'il n'y avait pas quelque chose dans ce sens-là, dans le procès d'Éric contre Lola, une somme globale ou compensatoire? Il n'y avait pas ça dans ce... Oui, à mon souvenir, effectivement. Mais essentiellement, là, la question d'enrichissement... à mon souvenir, là, je ne pourrais pas vous dire exactement si ça avait été accordé ou non, mais c'était quand même appliqué, mais il n'y avait pas de mécanisme de calcul exact ou précis pour ça. Là, il y a vraiment la prestation compensatoire qui est essentiellement le même processus que pour les conjoints mariés. Puis là, c'est légiféré, là, donc ça serait dans le code civil à partir de l'adoption du projet de loi, essentiellement. Plusieurs commentateurs, et je l'ai dit en introduction, on veut aussi protéger les enfants. Dans quelle mesure ce nouveau régime d'union parentale va protéger les enfants? Oui. Bien, en fait, je pense de plusieurs façons quand même, parce que, bon, une des façons, c'est que la résidence familiale serait protégée essentiellement. Donc, de un, il y aurait des droits pour un parent qui ne serait pas nécessairement propriétaire de l'immeuble, là, de pouvoir avoir des droits sur cette résidence-là. Mais il y a aussi une possibilité là, de pouvoir... conserver, par exemple, un droit d'usage de la propriété au moment de la séparation, ce qui était quand même appliqué dans la jurisprudence auparavant, mais ce n'était pas codifié, encore une fois, ce n'était pas légiféré. Donc là, il y a vraiment une protection qui est claire, qui est prévue dans la loi. Et donc, également... non sujet à la subjectivité de tout le monde. Là, c'est clair, mais reste qu'il y avait quand même un courant jurisprudentiel qui le faisait. Mais là, c'est vraiment clair là, dans la loi, selon le nouveau projet. Puis, il y a également quelque chose que je trouve quand même très bien, là, puis je pense qu'il était vraiment manquant auparavant, c'est la question successorale aussi. Donc, au niveau de la dévolution successorale, là, on ajoute les conjoints de fait pour pouvoir hériter là, au moment du décès d'un des conjoints. Donc, ça, je pense que ça protège les enfants au final parce que, évidemment, ça met peut-être moins d'embûches là, pour justement conserver la résidence familiale. Donc,
Donc, pour plein de questions comme ça. Puis je pense que les enfants vont en bénéficier de ce régime-là, tout à fait. Vous faites quand même beaucoup de droit familial. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler avec certains clients-clientes, mais si ce régime-là existe, c'est parce que, justement, au Québec, on a décidé de laisser un peu le mariage, et parce que c'est vraiment, principalement ici, qu'il y a... Est-ce que je me trompe si je dis que c'est au Québec qu'il y a le plus de conjoints de fait en proportion d'ailleurs? Saviez-vous ça? Si, Bien, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire le pourcentage. Moi, je peux vous dire que, quand même, dans ma pratique, je vous dirais qu'il y a encore des divorces qui sont faits, il y a encore des conjoints qui sont mariés, mais effectivement, probablement qu'il y a une majorité de conjoints de fait versus les conjoints mariés. Il y en a encore, mais je pense qu'il y en a moins, effectivement. Dites-moi, on a parlé de la renonciation, là, puis il y a quoi qui... Est-ce que, parce que ce ne sera pas un avantage, là, je sors un peu du sujet, si vous me le permettez, les femmes violentées, est-ce qu'il y a une mesure de protection pour s'assurer que toute renonciation est donnée de façon libre et éclairée? Il y en, pas expressément. Là, pas expressément dans la loi. Pas à la lumière du projet de loi. Par contre, moi, je suis d'avis que ce qui pourrait être intéressant, c'est vraiment préalablement à une renonciation qui serait notariée, qui est soit un cours, une médiation qui soit obligatoire pour peut-être donner de l'information pour savoir à quoi on renonce. Puis j'ai entendu d'autres confrères, consoeurs en parler, puis je trouvais ça vraiment intéressant, là, ce volet-là, qui permettrait justement de s'assurer d'avoir un consentement libre et éclairé avant de signer. Mais néanmoins, je pense qu'au final, quand on compare avec le pourcentage de gens qui vont faire des clauses d'indivision ou des contrats de mariage, c'est quand même assez limité, je pense, la population qui vont décider de le faire. Puis, on ne peut pas le savoir à l'avance, quel va être le taux de popularité, disons, là, d'une mesure comme ça. Mais je serais surprise que ça soit utilisé à outrance. Rapidement, c'est une bonne nouvelle, ça, hein? Oui, tout à fait. Maître, merci beaucoup d'avoir tenté de démystifier ça, mais il y a beaucoup de choses à apprendre encore, ce qui s'en vient. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Nous, merci beaucoup. Je vous remercie de votre présence. Je vous aime et je vous vois dans une semaine. Au revoir.